président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu aujourd'hui au Gabon. C'est une visite de travail et d'amitié pour renforcer la coopération entre les deux pays. On l'a appris aujourd'hui, la ville de Bouna, dans la région du Boukani, a été le théâtre de violents affrontements entre communautés Peul et Lobi. On dénombre de nombreux blessés. Nous aurons dans quelques instants notre correspondant sur place pour nous en dire davantage. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal accordent leur violon pour lutter contre le terrorisme. Les ministres de la sécurité de ces quatre pays sont en concertation ici à Abidjan. « 48 heures après les attentats de Bruxelles, de nouvelles révélations sur leurs auteurs apparaissent au grand jour. Aujourd'hui, jeudi, deuxième jour de deuil national, les enquêteurs ont identifié les deux kamikazes de l'aéroport et celui du métro bruxellois. Bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi le journal de RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu aujourd'hui au Gabon. C'est une visite de travail et d'amitié pour renforcer la coopération entre les deux pays. Sur place, à Libreville, le président Ouattara et son homologue gabonais, Ali Bongo, ont eu un tête-à-tête. Les échanges ont porté sur divers sujets d'intérêt commun, la diplomatie, la politique, l'économie et l'actualité de l'heure marquée par la récente attaque terroriste qui a secoué la ville historique de Grand Bassam, causant la mort de 19 personnes. Et c'était le 13 mars dernier. Le président ivoirien Alassane Ouattara devrait regagner Abidjan ce soir. Loin du Gabon, ici en Côte d'Ivoire, cette nouvelle qui nous est parvenue de Bouna, dans la région du Boukani, la ville a été secouée par de violents affrontements entre communautés Peul et Lobi, des affrontements qui ont fait de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Le marché de Bouna a été en partie incendié. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ces affrontements ? Quelle est la situation à l'heure actuelle à Bouna? Nous avons présentement en ligne un confrère, M. Joseph Assalé, journaliste à Radio Côte d'Ivoire. Bonsoir, Joseph Assalé. Bonsoir, Marie-Mère Durand. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé au juste dans la ville de Bouna? Il faut dire que à l'origine de cette situation, l'éternel conflit agriculteur-éleveur. En effet, en représailles à la destruction de leur culture par des feux, certains agriculteurs, principalement Lobi, auraient saccagé des campements Peul dans un certain nombre de villages. Toute proportion gardée, cette manière de se rendre justice n'aurait pas plu à des jeunes Koulangos qui ont interpellé ce matin le véhicule de l'un des leaders Lobi, précisément le chef de la communauté de la confrérie d'Ozo. Et il s'en est suivi une dispute et les forces de l'ordre et de sécurité sont intervenues. Mais à 15h30, tout a basculé dans l'horreur. Les camps Lobi et Koulango, même avec quelques éléments se sont affrontés. Et le bilan fait état de 5 morts, 17 blessés, dont un dans un état grave, évacué au CHR de Bandefou. Alors donc, Joseph Assalé, dites-nous, quelle est la situation à l'heure actuelle? Au moment où nous parlons, la situation est calme. Les forces de l'ordre et de sécurité sont perceptibles dans les différents quartiers et veillent au grain. Cependant, il faut noter que les boutiques et autres commerces restent fermés pour le moment. Alors, dites-nous, à quand remonte ce conflit donc entre Peul et Lobi? Mais depuis 2 ou 3 ans, selon certaines sources, cette situation n'était pas aussi alarmante comme ces 2 dernières années. Et ce conflit, quand il a surgi, les autorités, autant que faire se peut, sont intervenues pour appeler à la retenue. Pas plus que la semaine dernière, le préfet de la région du Boukani, Diokovi, préfet de Bouna, a échangé avec les différentes communautés Lobi, Koulango et Peul pour appeler à la retenue. Ce matin également, le président le chef de la communauté Lobi a embauché la même trompette en l'invitant au calme. Mais malheureusement,
les différents appels n'ont pas été entendus et ce qui devait arrivera. Alors, donc, les actions, on l'a entendu, ont été entreprises donc, par les autorités sur place pour régler ce conflit. Alors, demain, est-ce qu'on doit avoir peur, les populations à Bouna? Oui, je pense que depuis un moment, toutes les communautés vivent en parfaite intelligence ici à Bouna. Et même avant le début même des affrontements, certains leaders de jeunes ont même appelé au calme. Je pense que pour l'heure, les autorités sont en train de faire des mains et des pieds, tout comme les leaders des différentes communautés, pour que la situation devienne davantage normale ici à Bouna. Bouna qui est également une ville de paix et de prospérité selon les chefs traditionnels. Merci beaucoup, Joseph Assalé. Je rappelle que vous suivez toujours cette situation pour RTI à Bouna. Dans la commune d'Abobo, l'ambiance était plutôt à la fête. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé les travaux de canalisation et inauguré le château d'eau de Ndotré à la grande joie des populations. Le reportage est signé Maïsako. Le village de Ndotré, dans la commune d'Abobo, va disposer dans quelques mois d'un système de canalisation. La commune d'Abobo a des canalisations qui sont vieilles. Et il y a 5 quartiers qui sont nés après les premières canalisations. Donc même si on changeait les vieilles canalisations, ce sont ces parties-là qui auront de l'eau. Il faut faire des extensions compte tenu des nouveaux quartiers. En attendant la fin des travaux de canalisation, le nouveau château d'eau de 5000 m3 et de 35 mètres de haut se dresse fièrement dans le ciel de Ndotré. Sa réalisation a coûté plus de 4 milliards de francs CFA. Cette nouvelle infrastructure va alimenter les communes d'Abobo et d'Anyama. Au dire du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, elle va surtout améliorer les conditions de vie des populations. Avec 9,4 milliards de francs CFA, et c'est une première phase. Il y a 10 autres milliards de francs CFA qui vont venir s'ajouter, de manière à ce que les Abobolais, quel que soit leur positionnement, et surtout les femmes, elles puissent avoir de l'eau, qu'on n'ait plus ces spectacles de femmes qui se lèvent à 4 h du matin pour aller chercher de l'eau. Je suis très contente que le château soit dans mon quartier surtout, et je suis contente qu'on inaugure aussi. Mais de là, est venu, on est tout content. On a salué le président de Alassane Ouattara. Dieu va donner vie longue. Selon le chef du gouvernement, un projet d'assainissement estimé à plus de 100 milliards de francs CFA va bientôt être mis en œuvre pour faire de la commune d'Abobo un cadre plus sain et agréable. On reste dans la commune d'Abobo. Les populations des villages d'Aboboté et de Bokabo peuvent pousser un ouf de soulagement. La nouvelle voie d'accès au village d'Aboboté a été inaugurée depuis hier par le Premier ministre. Et les usagers de l'axe Samaké, mairie d'Abobo, sont aussi heureux. Les travaux de réhabilitation de cette voie vont démarrer. Le chef du gouvernement ivoirien a donné le top départ. On retrouve Maïsako. La commune d'Abobo s'embellit. L'un de ces villages, Aboboté, dispose désormais d'une nouvelle voie bitumée longue de près de 12 km. Le linéaire total de voies revêtues d'Abobo est de 78,35 km, soit seulement 7% de sa voirie. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez comprendre alors la grande joie qui nous anime cet après-midi à l'idée que vous procédez à l'inauguration d'une voirie. Les travaux réalisés en l'espace de 8 mois sont le fruit des efforts conjugués de l'État de Côte d'Ivoire à travers le programme présidentiel d'urgence et le programme de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et l'Agence française de développement dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Ils ont coûté 11 800 millions de francs CFA. Selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ce nouvel ouvrage va réduire les souffrances des riverains et usagers qui peinaient à se déplacer sur cette voie impraticable il y a quelques mois. Désormais, grâce à la construction et à la réhabilitation de ces voies, les usagers de ces différents axes circuleront plus aisément et rallieront plus rapidement les villages de Bokabo et d'Aboboté, ainsi que les quartiers situés sur le parcours de ces axes. La nouvelle voie d'accès au village d'Aboboté étant une réalité, la priorité est mise sur la voie Samaké, mairie d'Abobo. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan
a donné le coup de pioche symbolique marquant le début des travaux de renforcement de cette voirie. Elle s'étend sur 1,7 km et va à terme assurer la liaison entre les communes de Cocody et d'Abobo. Le 21 mars dernier, le pont de Jacquesville, appelé pont Philippe Grégoire Yassé, a eu 1 an. Ce pont a été inauguré, je rappelle, le 21 mars 2015. Les populations des 3A, Aïzi, Avikam, Aladian ont célébré aujourd'hui, jeudi 24 mars, le premier anniversaire de ce pont. Et ces populations sont reconnaissantes au gouvernement ivoirien pour cet ouvrage qui a permis de désenclaver la région des Grands Ponts. Cet anniversaire célébré au pied du pont à Nguem s'est fait en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et d'autres personnalités. Le compte rendu de notre reporter Sidonie Davila vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Je l'annonçais en titre, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal accordent leur violon pour lutter contre le terrorisme. Les ministres de la Sécurité de ces 4 pays sont en concertation. Ici à Abidjan, le but de ces rencontres, adopter un plan commun de prévention et de lutte contre le terrorisme qui menace désormais l'Afrique de l'Ouest. On en sait plus avec Ben Touré et Abou Sanogo. En 5 mois, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire récemment ont été attaqués par les terroristes. Bilan, 60 personnes tuées et plusieurs blessés. La menace est donc réelle et même permanente. Les ministres de la sécurité de ces pays déjà touchés, plus le Sénégal encore dans le viseur des djihadistes, sont à Abidjan depuis mercredi pour mutualiser leurs efforts. Résolution, le renforcement des relations entre les services de sécurité des 4 États concernés. À l'issue des discussions, les ministres se sont accordés sur les points suivants. Établir une unité d'action et une collaboration systématique entre ces services. Instituer des rencontres régulières et tournantes des ministres en charge de la sécurité afin de mettre à jour les connaissances et les informations sur le terrorisme dans ces pays. Inciter les pays de la région à accélérer la mise en œuvre de la carte d'identité biométrique qui permettra la traçabilité des mouvements de part et d'autre des frontières. Les 4 ministres de la Sécurité sont aussi d'accord pour harmoniser non seulement leur arsenal juridique en matière de lutte contre le terrorisme, mais aussi d'harmoniser les normes de surveillance des frontières. Toutes ces mesures prises au plus haut niveau ne seront réellement efficaces que s'il y a une vraie collaboration des populations. Cette question de lutte contre le terrorisme n'est pas la seule affaire des forces de défense et de sécurité. C'est de toute la population. C'est pourquoi nous interpellons aussi nos populations à nous aider dans le domaine des informations qui sont très importantes. Il y a déjà eu des rencontres dans nos espaces sous-régionaux qui sont la CEDEAO, l'UEMOA en matière de sécurité. Donc l'échange n'a pas manqué. Mais là, nous venons aller plus loin. Voilà. C'est vrai que nous réduisions tous ces attentats. Maintenant, nous sommes au cœur de l'attentat. Donc la posture n'est pas la même. Donc nous avons souhaité que cette réunion puisse aller beaucoup plus loin dans notre stratégie de réponse globale à cette menace, comme on l'a dit, qui est globale. Chacun des 4 pays s'est engagé à renforcer la sécurité aux frontières. La Côte d'Ivoire et le Burkina, eux, maintiennent l'alerte antiterroriste à son niveau maximal. Et les terroristes qui sont arrêtés vont répondre de leurs actes djihadistes devant la Cour pénale internationale. Les juges de la CPI ont confirmé aujourd'hui l'inculpation pour crime de guerre porté contre un djihadiste malien présumé lié à Al-Qaïda. En cause, la destruction de mausolées protégés par l'UNESCO à Tombouctou en 2012. Son nom, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Il est renvoyé donc devant une chambre de première instance pour répondre de ses actes, ce qui ouvre désormais la voie, selon la CPI, à un procès pour destruction de mausolées à Tombouctou. 19 personnes ont péri dans l'attaque terroriste qui a frappé la Côte d'Ivoire le 13 mars dernier à Grand-Bassam. Et parmi les victimes décédées figure la directrice de l'Institut Goethe, Enrique Cross. L'État de Côte d'Ivoire l'a distinguée aujourd'hui à titre posthume. Elle a été élevée au rang d'officier de l'Ordre du Mérite. Enrique était un symbole. Elle était là pour l'échange paisible, pour le dialogue, pour la culture, pour l'entente et l'amour entre les hommes. Aux côtés de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire,
Des représentants du gouvernement ivoirien, des hommes de culture, des enseignants, tous pleurent la disparition tragique de l'ex-directrice de l'Institut Goethe, tuée le dimanche 13 mars sur les plages de Grand-Bassam. Madame Gross m'a rendu service l'année scolaire 2015 et 2016, 2014-2015. Je n'avais pas de salle à l'université pour faire mon cours, parce que mon cours est basé essentiellement sur la projection des films. Et elle m'a cédé la grande salle de la projection du Goethe Institut pendant toute la durée de mes cours. J'ai connu Henrike Gross depuis qu'elle a commencé à travailler à Abidjan, même sa première visite quand elle est venue, on s'est connus et je sais que dans ce temps, quand elle était ici, elle a fait beaucoup d'activités. Elle était comme quelqu'un, même quand elle est arrivée, c'était déjà très facile pour elle de faire les contacts et je pense qu'elle a fait un très grand travail. Nous sommes très peinés parce que en 2016, nous avons la 3e édition de notre festival et en 2014, c'était la première édition et Madame Henrike Gross et le Goethe Institut d'Abidjan ont été nos tout premiers partenaires. Arrivée à la tête de l'Institut Goethe en 2013, Henrike Gross est très vite devenue une amie de la culture, une amie de la Côte d'Ivoire, un trait d'union avec l'Allemagne. Le gouvernement ivoirien lui a témoigné sa reconnaissance à titre posthume. Elle a été élevée au grade d'officier dans l'ordre de Côte d'Ivoire. Madame Henrike Gross, au nom du président de la République, nous vous faisons officier de l'ordre national de Côte d'Ivoire à titre posthume et nous confions à votre famille les insignes de votre grade. Dernier hommage en terre ivoirienne, la dépouille d'Henrike Gross a par la suite été transférée vers l'Allemagne, son pays natal. Et le reportage de Chris Diomandé était commenté pour vous par Sidonie Davila. Les femmes de l'Alliance de Côte d'Ivoire et des anciens députés étaient à Grand-Bassam sur les sites attaqués pour rendre hommage aux victimes et exprimer leur solidarité aux populations de la ville historique victimes d'attaques terroristes. Les anciens députés et l'acteur politique Sam l'Africain étaient également sur les lieux. Mamadou Kwasi. Les délégations nationales et internationales continuent de défiler sur la plage de Grand-Bassam pour comprendre ce qui s'est passé, mais aussi pour apporter compassion aux populations, particulièrement aux parents des victimes. Les femmes de l'Alliance de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre d'un agenda commun sont venues témoigner également leur soutien et réconfort à leurs sœurs de la ville de Grand-Bassam, mais aussi à l'ensemble des populations. En tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur, nous ne pouvons pas rester indifférentes. Nous avons donc décidé ce jour de venir rendre visite aux populations de Bassam, souhaiter prompt rétablissement à tous les blessés, présenter nos condoléances aux familles éplorées et dire à la population qu'elle a notre soutien. À la suite de ces femmes, l'association des anciens députés de Côte d'Ivoire venue également témoigner sa compassion et son soutien dans ce drame qui frappe la Côte d'Ivoire entière et la ville de Bassam en particulier. Ils sont tous touchés par cela, donc sont venus apporter nos réconforts aux autorités et surtout aux hôteliers qui ont subi un grand préjudice. C'est le président de la nouvelle Alliance de Côte d'Ivoire pour la patrie, Sam l'Africain, qui a clos la visite de ce jour sur le site du drame, accompagné de ses collaborateurs. Nous devons nous mêler dans notre propre sécurité. Ce n'est pas une affaire d'État, ce n'est pas affaire d'Alassane, ce n'est pas affaire d'Ahmed Bakayoko, ce n'est pas affaire de régime, c'est affaire de la Côte d'Ivoire. Toute la délégation laissait des mots dans le livre de condoléances ouvert pour la circonstance. Et la Belgique a été aussi visée par les terroristes. 48 heures après les attentats de Bruxelles, de nouvelles révélations sur leurs auteurs apparaissent au grand jour. Aujourd'hui, jeudi, 2e jour de deuil national. Les enquêteurs ont identifié les 2 kamikazes de l'aéroport et celui du métro bruxellois. Ces kamikazes sont tous liés aux attentats de Paris. Et justement, concernant les attentats de Paris, Salah Abdeslam, le cerveau présumé de ces attaques, change de cap dans sa défense. Plus l'enquête sur les attentats de Bruxelles progresse, plus l'étau se resserre autour des commanditaires de ceux de Paris. La preuve, Salah Abdeslam, le seul survivant du commando auteur des attentats du 13 novembre à Paris, veut désormais rentrer le plus vite possible en France pour faire face à la justice.
C'est ce qu'a indiqué son avocat à l'issue d'une audition devant la Chambre du Conseil à Bruxelles. À ce sujet-là, je verrai le juge d'instruction pour qu'elle ne s'oppose plus elle-même à ce départ et à cette remise en France, qui pourra se faire donc, on espère, en tout cas, je l'espère, dans les plus brefs délais. Il veut s'expliquer en France, donc c'est une bonne chose. Après avoir refusé dans un premier temps son transfèrement en France, cette annonce signale un revirement dans la défense du présumé cerveau des attentats parisiens. Dans le même temps, à Bruxelles, de nouvelles révélations apparaissent au grand jour. Les 2 kamikazes de l'aéroport et celui du métro ont été identifiés par les enquêteurs. Il s'agit de Najim Lakraoui ainsi que d'Ibrahim et Khalil El Bakraoui. Ces derniers sont aussi tous liés aux attentats de Paris. En revanche, le mystère demeure concernant l'identité de 2 suspects qui sont activement recherchés. Les attentats de Paris et de Bruxelles entourent la mort d'au moins 161 personnes. Et notez ici en Côte d'Ivoire que 65 élèves commissaires, dont 5 de nationalité togolaise, jugés aptes à exercer la fonction de commissaire, ont reçu ce matin des mains du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan leurs épaulettes à l'École nationale de police. Ils ont été invités à accomplir leur mission avec intégrité. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est l'invité des rendez-vous du gouvernement ce jeudi 24 mars. Paul Kofi Kofi est venu communiquer sur sa politique de dynamisation de ces ordres d'enseignement afin de les rendre plus attractifs pour faciliter l'insertion des diplômés après leurs études. Invité de la tribune les rendez-vous du gouvernement, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle s'est voulu très précis sur les mots qui minent son département. Selon Paul Kofi Kofi, les établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle sont insuffisants. Les 62 existants pour tout le pays sont dans un état de délabrement très avancé. Ils sont sous-équipés, le matériel existant est aussi vétuste. Pire, le contenu des formations est en inadéquation avec les besoins du marché des emplois, ce qui rend difficile l'insertion des diplômés. Vous avez beaucoup de BTS dans le domaine de la finance-comptabilité, dite gestion commerciale, gestion finance et comptabilité. Ce sont certes des matières utiles, mais le contenu de la formation, les modules qui sont enseignés sont dépassés par l'économie aujourd'hui. Pour le ministre Paul Kofi Kofi, il faut diversifier l'offre de formation et créer des centres professionnels et des lycées professionnels dans toutes les régions du pays. Nous voulons mettre au niveau de chaque, n'est-ce pas, district, un lycée technique et professionnel, c'est-à-dire à vocation, n'est-ce pas, baccalauréat technique et naturellement les BTS. Au niveau des régions, donc sur les 31 régions, c'est de mettre en place des lycées professionnels à vocation régionale qui s'appuient sur les potentialités de la région. Sur une région agricole, il est préférable de faire un lycée professionnel agricole. Sur une région industrielle, il est préférable d'aller dans ce sens, ainsi de suite. Quel dispositif d'enseignement technique et de la formation professionnelle pour une Côte d'Ivoire émergente? C'est le thème sur lequel le ministre Paul Kofi Kofi s'est prononcé. Initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG, les rendez-vous du gouvernement sont une plateforme d'échange pour faire connaître et comprendre les actes et décisions du gouvernement. Et un mot sur le Salon international de l'agriculture qui vient de refermer ses portes en France. Les membres de la délégation conduite par le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, les membres donc sont satisfaits des nombreux contacts pris sur place à Paris. C'est un salon porteur d'espoir eu égard aux nombreux projets qu'ils ont présentés. Parmi les admirateurs de cette vache de 4 ans, premier prix du concours général agricole charolais, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, et pour cause. Dans le cadre de notre salon à Abidjan, nous avons fait venir des charolais. Leur adaptation, le poids qu'ils prennent est à peu près identique à ce qui se passe au niveau de la France. C'est-à-dire que nous pouvons aussi faire de l'élevage de ces animaux-là en Côte d'Ivoire. Cet élu de la région forestière de l'Ouest était aussi à l'invitation du ministre des Ressources animales et halieutiques. Il le dit avec fierté, son séjour dans l'Hexagone a été des plus riches. Nous repartons vraiment très réconfortés de ce que nous pouvons encore développer toutes nos ressources chez nous
et avec vraiment l'appui des ministères techniques, il y a beaucoup de potentialités. On n'a pas besoin d'aller en ville, on peut rester chez soi, on peut faire de l'agriculture, on peut faire de l'élevage et puis s'autofinancer et vivre sainement. Dans la délégation, plusieurs chefs de projet et autres responsables de premier plan. Tous évoquent une mission intéressante à plusieurs niveaux. Nous avons eu de nouveaux partenaires pour ce qui est du financement de nos activités, de nouveaux partenaires pour la recherche, la formation et des perspectives pour l'acquisition de matériel génétique performant. C'est un passage obligatoire pour nous parce que ça nous permet aussi, je veux dire, d'échanger sur les différents projets, les différents accords et aussi de faire un peu l'état d'avancement de nos différents accords. Responsables agricoles et éleveurs français ont pris rendez-vous avec leurs différents invités pour 2017, avec l'espoir que l'édition à venir se déroulera dans un climat social beaucoup plus favorable à l'agriculture française. Et c'était un reportage du GVB. Aujourd'hui, jeudi 24 mars, est célébrée la journée de lutte contre la tuberculose. La maladie gagne du terrain, surtout dans le milieu défavorisé. L'État ivoirien a donc entrepris quelques initiatives pour freiner ce fléau. Voyons cela dans ce reportage. La tuberculose est une maladie infectieuse, transmissible et non immunisante, avec des signes cliniques variables. Cette maladie contagieuse s'attaque habituellement aux poumons, mais parfois à d'autres parties du corps, comme les reins, les ganglions et les os. Pour éviter cette maladie, des dispositions sont à prendre. Quand nous avons une toux qui dure plus de 2 semaines, nous devons avoir le réflexe de nous faire dépister dans un centre antituberculeux. C'est gratuit. Il faut également se rendre dans un CAT lorsqu'on observe des signes tels qu'une toux associée à des sueurs et fièvre nocturne, une fatigue exagérée, le manque d'appétit et l'amaigrissement. En Côte d'Ivoire, environ 10 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année, dont 81% sont traités avec succès. Grâce aux stratégies mises en place par le gouvernement, dont la gratuité des médicaments et du traitement antituberculeux. Le nombre important de centres antituberculeux installés sur l'ensemble du territoire national permet aujourd'hui de réduire les cas de contamination. Mais l'autre plaie de ce combat, c'est bien les cas de tuberculose multirésistance, c'est-à-dire des malades qui négligent le traitement. Pour l'année dernière, 2015, 480 nouveaux cas de malades multirésistants qui ont été dépistés, dont 405 parmi eux ont pu bénéficier de traitements. Le volet communautaire, en appui au programme national de lutte contre la tuberculose, permet d'être proche de la population afin de soutenir les actions de prévention, de l'adhérence au traitement et réduire considérablement les facteurs de risque. Si en Côte d'Ivoire, le combat porte ses fruits, c'est grâce à l'appui des partenaires sérieux au gouvernement ou aux ONG locales. C'est le cas du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui, à travers sa représentation Côte d'Ivoire, met à disposition 10 milliards de francs CFA pour lutter contre la tuberculose sur la période 2015-2017. Pour la période allant de 2015 à 2017, ce sont 10 milliards de francs qui ont été mobilisés pour la lutte contre la tuberculose à travers 2 subventions qui seront mises en œuvre par le programme national de lutte contre la tuberculose et pour le volet communautaire par Alliance Côte d'Ivoire, qui est une ONG très active dans la tuberculose en Côte d'Ivoire. Depuis 2003, ce sont 27 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés dans le cadre de la lutte contre la tuberculose par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Reportage réalisé par Mamadou Kouassi. Hors de la Côte d'Ivoire, au Sénégal, le référendum constitutionnel initié par le président en exercice Macky Sall a vu le oui l'emporter hier avec un taux de près de 63% des voix. Ce référendum qui vise la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans comptabilise un faible taux de participation. Les électeurs disent oui à un changement de la Constitution au Sénégal. Le projet de révision soumis à référendum le dimanche 20 mars dernier affiche un oui victorieux avec près de 63% selon les résultats partiels. Vraiment, il y a une satisfaction parce que le courant du non était tellement engagé qu'il était sur tous les flancs avec une campagne tambour battante, mais le oui a triomphé, bon à mal avec 63%. 15 points précis évoqués par la réforme, dont les principaux restent la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans et le renforcement des droits des citoyens. Des dispositions qui semblent être incomprises et inappropriées selon les partisans du non. Quand on établit des
des changements par rapport à une constitution, il faut d'abord que la population s'imprègne de ce changement, enfin comprenne ce que ça veut dire. Moi, personnellement, je n'ai pas compris ce point. Nouveau droit des citoyens, il parle de quel droit en fait? Cette consultation populaire a été sanctionnée par une faible participation. Seulement 40% de Sénégalais y ont pris part. Les chiffres globaux provisoires, eux, sont attendus de la commission de recensement des votes au plus tard vendredi, avant d'être soumis au Conseil constitutionnel. Celui-ci avait déjà tranché au sujet de la réduction du mandat présidentiel. Même si le oui venait à être confirmé, le président Macky Sall, qui avait souhaité écourter son mandat, sera contraint d'achever son septennat. Nous sommes aujourd'hui jeudi 24 mars, c'est un jour important pour les chrétiens catholiques, c'est le jeudi saint. On commémore le dernier repas appelé encore Sainte Seine. Et ce jeudi saint, Jésus a lavé donc les pieds de ses disciples à la veille de sa crucifixion. Il s'est agenouillé devant chacun des 12, leur témoignant ici la tendresse qu'il a pour eux. Ce geste du lavement des pieds est repris durant la messe du jeudi saint. Il signifie que les fidèles chrétiens doivent être les serviteurs des autres. Ce jeudi, en Italie, le pape a lavé les pieds de 12 immigrés africains demandeurs d'asile. Et je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, qui était au Gabon, vient de regagner Abidjan ce soir. C'est la fin de ce journal, mais retenez que dimanche, c'est la fête de Pâques et le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale communique en application du décret du 4 novembre 2011, modifiant et complétant le décret du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le lundi 28 mars 2016, lundi de Pâques est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Merci à vous tous de votre aimable attention. J'aurai du plaisir à vous retrouver demain à la même heure.